Salam alaikum, chers apprenants, chers étudiants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli rabbi wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Je me présente, je suis Madame Mzouchfriha, enseignante à l'université de Hatib Ben Bouali. J'ai le plaisir de partager avec vous un cours introductif sur les probabilités et les statistiques. C'est intéressant de savoir que le mot probabilità est un mot latin qui correspond à l'incertitude. Et ça a apparu dans beaucoup de travaux d'Aristote. Aussi dans l'histoire, beaucoup de savants musulmans ont étudié la cryptographie des messages, c'est-à-dire le codage et le décodage des messages, tels que Khwarizmi, Beyruni, At-Tusi, Al-Khalili et bien d'autres qui ont participé chacun de sa façon à améliorer les statistiques et l'échantillonnage. D'ailleurs, le mot arabe zahar, c'est rien que ce qu'on trouve aujourd'hui comme mot technique hasard. Aussi, en Europe, une utilisation banale des probabilités a commencé à partir du XIIe siècle, avec des contrats commerciaux et des contrats d'assurance. Vers le XVIIe siècle, les travaux de plusieurs savants tels que Galilée, Pascal, Gauss, etc. ont contribué efficacement à améliorer la théorie des probabilités. À l'arrivée du XXe siècle, Kolmogorov, le mathématicien soviète, a stabilisé l'axiomatique des probabilités et c'est celle qu'on connaît de nos jours. Hommage à ces savants. On a besoin de se mettre d'accord sur quelques mots-clés qui nous faciliteront la compréhension par la suite. Donc, les statistiques et les probabilités, ce sont deux branches mathématiques et toutes les deux nécessitent une population et des échantillons. Donc, une population, en fait, c'est quoi? Elle est composée de tous les individus qui représentent un groupe d'intérêt. Je l'ai schématisé ici sous forme de grands cercles. Généralement, c'est coûteux de faire le prélèvement ou le sondage avec toute une population, surtout si elle est large. Généralement, on se contente d'utiliser l'échantillonnage, c'est-à-dire fixer des échantillons qui peuvent être d'une façon aléatoire ou représentative à la population et faire le traitement sur les échantillons et essayer par la suite de généraliser ces caractéristiques et ces lois de caractéristiques sur toute la population. Aussi, on va rencontrer le terme expérience aléatoire, on n'est pas sûr du résultat qu'on va obtenir. Et aussi, on n'est même pas sûr si on va répéter la même expérience dans les mêmes conditions qu'on aura des résultats similaires. Comme exemple contraire, si on est dans le contexte de la chimie, composante 1 plus composante 2, dans les mêmes conditions, on obtiendra le même résultat. Si la même expérience chimique est répétée une fois, ça donnera normalement le même résultat. Par contre, si je suis dans le cas où je vais jeter un dé et récupérer la face supérieure, comme résultat. Donc, dans les mêmes conditions, avec le même dé sur la même surface, si je vais répéter cette expérience, chaque fois j'aurai un résultat qui diffère et je ne suis même pas sûre de ce que je vais obtenir. Un événement élémentaire est un des résultats que je vais obtenir après mon expérience aléatoire. Par exemple, obtenir 2 sur la face supérieure. Donc, ça, c'est un événement élémentaire. Quelquefois, l'événement est plus complexe. Par exemple, dans le cas où je veux obtenir des chiffres pairs. Donc, ça sera obtenir un événement élémentaire de 2 ou de 4 ou de 6. Donc, l'ensemble d'événements élémentaires peuvent constituer un événement. Aussi, on aura besoin de définir oméga, qu'on appelle l'univers, ou l'ensemble de tous les résultats possibles. Parce qu'en fait, même si on dit qu'avec notre expérience aléatoire, on n'est pas sûr du résultat qu'on va obtenir, mais cela doit appartenir à un certain ensemble. Dans le cas du jeter un dé, donc mon résultat sera bien sûr ou bien 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. La cardinalité des ensembles en général et de oméga, c'est une information importante qu'on aura besoin par la suite pour calculer les probabilités. Donc la cardinalité de oméga, c'est combien d'éléments j'ai dans cet ensemble. La modélisation des probabilités utilise toute la force qu'on a vue avant avec les ensembles. Donc avec les ensembles, on parlait d'un ensemble vide-phi. Cet même ensemble est utilisé pour représenter l'événement impossible. Dans le cas de la même expérience, c'est-à-dire lancer un jet, si on s'intéresse à obtenir 7, c'est un événement impossible.
parce que sur mon D, il n'y a aucune phase qui porte 7. Oméga représente l'ensemble de toutes les situations possibles, comme le cas où je m'intéresse à obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, c'est-à-dire un chiffre de 1 jusqu'à 6 entier. Donc ça, et chaque fois que je vais jeter les dés est réalisé. Donc cet événement est plein. Un événement certain. Petit oméga représente un événement élémentaire, tandis que A représente, grand A en majuscule, représente un événement qui est constitué, comme on a vu, de plusieurs événements élémentaires. Donc un événement peut être représenté par A, B, C, etc. Quand un événement aléatoire implique un autre événement aléatoire, on utilise l'inclusion. Donc A est inclus dans B. Quand on veut réaliser un événement ou bien l'autre, ça on pourra le représenter par l'union de deux événements. Quand on est intéressé à ce qu'un événement se réalise et un autre événement B se réalise, donc l'intersection de A et B. Un événement contraire de A, c'est un événement qui va le compléter par rapport à oméga. Si A est chercher des chiffres pairs, donc l'événement contraire, ça sera chercher des chiffres qui ne sont pas pairs, c'est-à-dire impairs. A et B, deux événements, sont incompatibles si leur intersection est nulle, égale à l'ensemble vide. Aussi, on peut représenter le fait que le B s'est réalisé, mais A ne s'est pas réalisé par B moins A. Les probabilités et les statistiques sont deux branches mathématiques étroitement liées. Par définition, les probabilités ont pour but d'estimer la chance ou le risque, ça dépend de la situation, d'un événement aléatoire qui va se produire dans le futur. On a deux types de probabilités. Les probabilités théoriques, c'est ce qu'on va obtenir via des formules qu'on va voir par la suite. Et les probabilités empiriques, ce sont ce qui se passe réellement lorsqu'on essaye l'expérience aléatoire et on note après n fois tous les résultats qu'on avait obtenus. Et d'ailleurs, c'est la méthode qu'a utilisée Gauss, Pascal, Bernoulli pour nous affirmer les relations théoriques des probabilités qu'on utilise de nos jours. Au fur et à mesure que plusieurs essais sont menés, la probabilité expérimentale empirique se rapproche généralement de la probabilité théorique. Les statistiques se basent sur la récolte des données. Donc la statistique descriptive, qui est une des statistiques, se base sur les résultats d'une enquête ou un sondage. Et ça consiste à observer et étudier un certain caractère dans une population. On va étudier des événements qui sont déjà déroulés dans le passé. La statistique inférentielle consiste, à partir d'un échantillon de population, essayer de généraliser et prédire ce comportement sur toute la population étendue. Un petit schéma là, explicatif, veuillez prendre en considération. Donc les probabilités et les statistiques peuvent être utilisées d'ailleurs et on retrouve leur application dans plusieurs domaines tels que la théorie des jeux, l'économie, la biologie, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Lors de l'étude d'un phénomène pour une population, on est dans deux situations, soit la probabilité elle est connue et on va essayer de vérifier si les observations faites à partir d'un échantillon sont en accord avec ce qu'on a comme information a priori, ou bien la loi n'est pas connue, et dans ce cas, on va prendre l'échantillon, un ou plusieurs, ça dépend, et on va estimer les paramètres sur ces échantillons et essayer de vérifier s'ils peuvent être généralisés sur toute la population. Donc le schéma suivant décrit cette procédure. Donc on commence par collecter des données, ou on ramène des données collectées. On va essayer de les décrire, de les filtrer via les statistiques descriptives, en utilisant des graphes, des histogrammes, etc. Donc une fois on résume et visualise nos données, on va essayer si ces données suivent une certaine loi de probabilité. On va par la suite comparer, en se basant sur cet échantillon, si les informations qui sont valides sur un échantillon peuvent être valides sur toute la population, et de ce fait on peut prendre une décision. Donc si ce n'est pas le cas, on doit affiner, c'est-à-dire on est dans la situation où on doit ajouter des données ou améliorer la qualité de nos données. Arrivons à ce stade, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.